en Suisse. Alors, on a des superbes startups dans plein de domaines essentiellement liés à la deep tech, la biotech, etc. Mais en digital, on a quand même passablement de retard. Et on est encore en train de passer d'une idée de masse qui est gentiment inefficace à quelque chose de beaucoup plus pointu et personnalisé grâce à l'intelligence artificielle. 80% des PME, elles n'ont pas la compétence en interne. En fait, c'est vraiment une plongée dans la réalité. Il n'y a plus justement à réfléchir pendant 2 ans dans sa chambre. Le seul truc qui est certain, c'est que ça ne va pas se passer comme prévu. Bienvenue dans cette nouvelle interview Alpa City. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 invités. Loris Todaro, Aymeric Busuel, cofondateur de Hublead, ainsi que Nicolas Rata, manager partner chez Apollo, la start-up studio de Coca, qui accompagne Hublead. Ensemble, nous allons explorer l'évolution des technologies de la prospective à l'ère de l'IA et plonger dans l'aventure entrepreneuriale qui a donné naissance à cet outil 100% automatisé. Bonjour à vous 3. Bonjour Delphine. Bonjour. Bienvenue sur le podcast d'Alpa City. C'est un plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous allez bien ? Très bien. Très bien. Super, merci. Et toi ? Bien, merci beaucoup. Vous avez une histoire commune, tous les 3. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter ? Volontiers, Delphine. Donc, Aymeric et moi-même, on a tous les deux cofondé la startup Hublead. Il faut savoir qu'avant ça, on était collègues dans une startup genevoise qui développait des solutions digitales dans l'Eventech et la PropTech. Aymeric était en charge du développement commercial de cette société et moi-même de la gestion du produit. Et j'ai vu Aymeric en fait à l'œuvre sur la génération d'opportunités commerciales, utiliser une multitude d'outils pour arriver à ses fins. Et en fait, en discutant avec lui au coin café, on a sympathisé et on a tout d'abord essayé de mettre en place des process pour cette société. Et de là, on en a eu une idée business. On est allé parler à notre marché. Et puis, c'est là que l'aventure a commencé. Et de là est née finalement une société, une start-up. On a signé des clients, on a démarré des projets. Et arrivé à un stade, on avait besoin d'aller plus loin, d'une part financièrement pour développer ce qu'on souhaitait faire, mais également en termes d'accompagnement. Et de par notre réseau commun, on a pu arriver sur le bureau de l'incubateur du startup studio Apollo, représenté ici par Nicolas. Et de là est née une histoire où Apollo accompagne la startup Hublead depuis maintenant plusieurs mois. On se tourne un petit peu vers Nicolas. En quelques mots, Apollo, qu'est-ce que vous faites ? Plonge-nous un petit peu dans comment vous vous êtes rencontrés et vous avez décidé de collaborer ensemble. Alors, comme ça commence souvent chez Apollo, c'est mon téléphone qui sonne avec Pascal Meyer, donc le fondateur de Coca, qui m'appelle en me disant « Ah, j'ai vu des trucs super et tout, 2 gars, ils sont max, etc. Il faut que tu les rencontres. » Donc, souvent un peu de manière très, très spontanée. Et il y a beaucoup de gens qui contactent Coca par rapport à des projets, à des idées. C'est aussi lié au fait que Coca fait une belle réussite dans le digital en Suisse romande. Et du coup, on a fait un téléphone, je crois. La première fois, j'ai pas été très convaincu. J'étais un peu là, encore une solution, un peu de CRM. J'avais pas très bien compris. Et puis, Aymeric, en général, il lâche pas forcément prise facilement. Du coup, 2 mois après, j'avais de nouveau un téléphone de Pascal qui me disait, faut quand même que tu revoies Aymeric et tout. Je crois que c'est comme ça. Tu me diras si je me trompe. Et du coup, j'ai revu Aymeric et du coup, là, j'ai quand même commencé à mettre mes chiffres sur ma feuille Excel. Et je me suis dit, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. C'est là on a commencé à creuser. Et puis, c'était le début d'une relation qui dure depuis août. J'ai regardé l'autre jour, on a fait un décompte d'heures pour vous et du coup, ça fait depuis les août. premiers comptes, moi j'avais aimé, tu vois, avec cette histoire, parce que pour la petite anecdote, effectivement, tu comprendras après que je suis plutôt la partie business de Hublead et Loris m'aide à développer l'outil que j'ai toujours rêvé d'avoir, mais du coup, Coca était vraiment, on expliquera après, mais c'était vraiment important pour nous et Apollo, donc j'ai un peu insisté, fait des pieds et des mains. On est arrivé à avoir une séance avec Pascal, justement. Et c'est à la suite de cette séance que ton téléphone a ressonné. Mais bon, effectivement, la première fois, on avait moins de tracks record, on était plus structuré, on évoluait. Et du coup, ça a permis aussi à Apollo d'avoir des chiffres un peu plus concrets, une stratégie un peu plus menée. Et puis là, ça en est suivi
Ouais, tu vois, j'avais 8 mois, moi, en tête de due diligence, à passer toutes ces étapes où vous nous avez aidé à valider les étapes du projet, market fit, etc. Mais je pense que Nicolas l'expliquera mieux que moi. Tu parles du produit rêvé. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et pourquoi, en fait, tu as designé cet outil qui est tant utile? Si tu veux, moi, je suis originaire du sud de la France. Je suis le plus vieux de la bande, a priori. Donc, moi, j'ai commencé le métier de commercial il y a plus d'une vingtaine d'années dans le sud et je faisais du porte-à-porte. Donc, si tu veux, j'ai vu toutes les étapes du métier. J'ai commencé en B2C, puis après, j'ai évolué en B2B dans différentes industries. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu la complexité dans comment atteindre les bonnes cibles, comment pouvoir joindre ces cibles. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû avancer, entre guillemets, avec mon temps et m'intéresser tout d'abord au site web, la capacité à attirer des gens, puis après, utiliser un CRM. Donc moi, dans l'automobile, j'étais un des premiers à utiliser un CRM. Donc je fais du CRM depuis 2007. Donc j'en ai vu plein. Et pour moi, c'est indispensable. D'ailleurs, on a des gros sujets CRM avec Nico, mais du coup, l'objectif, c'était de pouvoir l'alimenter. Donc, il y a différents moyens, on en parlera peut-être après, et donc, du coup, utiliser des scrappers, différents outils, les combiner les uns avec les autres. Et quand Loris est venu m'aider, il s'est rendu compte, mais il m'a dit, mais tu peux pas faire ça, tu te rends compte le temps que tu perds ou tout ça, mais comment tu maîtrises ça, on pourrait le scinder. Et puis de là est né des idées, des soirées à réfléchir, à discuter. On est allé voir notre employeur de l'époque, on dit on a un projet, il nous a dit les gars, faites. Et ce qui s'est passé, c'est que on est allé parler à notre marché puisqu'on a fait notre propre étude de marché en direct et au bout de 2 rendez-vous, on n'avait rien, on a vendu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis on s'est regardé, on a dit on y va. Donc on est parti d'une feuille blanche et basé sur une expertise, basé sur un retour de marché, et au fur et à mesure, on vient rajouter des briques et des briques et des briques, et on a une roadmap assez étoffée. Et du coup, Apollo nous aide justement à faire les bons choix, à prendre les bonnes stratégies pour éviter de s'éparpiller ou surtout d'aller vers des sujets qui sont pas intéressants pour le marché. Et toi, Loris, c'est quoi un petit peu ton parcours pour arriver à digitaliser un métier qui est vieux comme le monde, Alors moi, j'ai une formation de commerce à la Haute École de Gestion du Canton de Vaud. Et c'est une formation que j'ai fait en emploi. Je travaillais pour Nespresso qui avait son siège international à Lausanne. Et j'étais dans un département de logistique avec des tâches plutôt administratives à l'époque. Et j'ai pu mener un projet en fait d'implémentation de plateformes digitales au sein de ce département. Et c'est là en fait où j'ai goûté finalement à cet univers digital, du coup de l'autre côté de la barrière, du côté client. Et j'ai vraiment bien aimé et je me suis dit, il faut que j'aille creuser plus loin à l'issue de la formation. Et ensuite, j'ai pu trouver un emploi dans une start-up genevoise que j'ai citée tout à l'heure, où j'ai fait mes premiers pas en fait dans la gestion de produits digitaux. Et durant cette expérience, c'est là où j'ai rencontré mon acolyte à ma gauche et qu'il est venu me charmer avec son projet de Sales Tech. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comment vraiment l'idée est née. Alors oui, il y a ces années de galère à prendre mon téléphone, passer des heures. Moi, j'ai commencé, on appelait ça le bottin, c'est page blanche, page jaune. J'avais un call center, j'allais en haut, je faisais mes propres appels moi-même parce que les appels que me fournissait le call center ne m'allaient pas. Et là, on s'est rendu compte qu'avec ces technologies-là, et surtout avec Loris, on s'est dit, mais attends, tu te rends compte? Il me dit, mais tu te rends compte que tu as fait le tour du marché roman de zéro avec rien en 6 mois. C'est-à-dire qu'en 6 mois, on avait construit une base de données, on avait identifié des prospects potentiels, on avait les cibles exactes. Donc, on était dans une niche du marché immobilier, on voulait digitaliser les assemblées générales de copropriété. Donc, c'était vraiment très segmenté et niché. Et en 6 mois, on avait été capable d'identifier tous les prospects potentiels et on était arrivé, du moins j'étais arrivé à parler à 1/3 d'entre eux. Et là, on s'est dit, mais attends, et c'est ça, il y a quelque chose, il faut creuser. Et c'est de là qu'on vient...
Pardon, à cette époque, vous étiez déjà en B2B ou, Complètement, okay. ouais, complètement. Ouais. Donc peut-être quelques mots sur B2B, B2C. C'est vrai qu'on a tendance, quand on n'est pas dans le domaine, à imaginer qu'on va directement parler aux clients, mais le B2B, c'est vraiment très particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots Oui, alors le B2B, c'est dès lors que tu t'adresses business to business en anglais, mais d'entreprise à entreprise. Dès lors qu'une société vend un produit ou un service à une autre société, tu es sur un axe B2B. Le B2C, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours quand tu vas à la Coop ou quand tu vas acheter, je sais pas moi, une paire de chaussures à Manor. C'est exactement la même chose. C'est une entreprise qui vend directement à un particulier. D'ailleurs, Coca, alors je sais que tu représentes pas Coca, mais ils sont vraiment, c'est eux les experts du B2C, mais voilà la vraie différence. Et après, il y a des tendances aussi B2B2C parce que tu peux retrouver des sociétés qui vendent des produits, mais qui destinés aux entreprises pour leurs collaborateurs. Donc, il y a une étape supplémentaire. Donc là, on était à l'histoire du téléphone. Donc, c'est une relation avec le client qui est très proche d'une certaine manière. On n'est pas encore dans le digital. Est-ce que vous pouvez me faire un petit peu le lien entre cette époque du téléphone, de la relation client, avec aujourd'hui ce qui se passe dans le digital? Tu veux répondre? Je pense que je vais te laisser. Tu as plus d'années d'expérience et le milieu de la bande, comme tu l'as signalé tout à l'heure. En fait, on en revient à l'humain et je pense que le digital, c'est super, mais nous, alors on n'est pas là pour parler de Bleed, mais le téléphone, c'est ce qu'on met en avant et c'est ce qu'on aide, c'est avec ça qu'on aide nos clients à performer et à générer plus d'opportunités commerciales. Parce que, comme tu l'as dit, c'est un métier vieux comme le monde. Alors, la digitalisation permet ce que je te disais tout à l'heure, de pouvoir trouver de l'information très rapidement. La data, par exemple, aujourd'hui, nous, on a commencé avec le bottin ou des fichiers. Tu peux acheter de la donnée, ça existe depuis très longtemps, mais maintenant, aujourd'hui, avec des outils, tu peux venir l'enrichir, je dirais, assez facilement. Tu me rejoins là-dessus? Si tu as quelques compétences. Après, la technologie te permet d'avoir d'autres systèmes qui te permettent de faire plein de choses. Et donc, du coup, tu viens les coupler les uns avec les autres. Mais c'est pas magique. C'est pas quelque chose qui te permet de réussir ou d'y arriver si t'as pas un minimum de compétences, etc. Et le téléphone, je pense qu'à un moment donné, le contact humain, il est important. Et je pense qu'un appel téléphonique au bon moment est quelque chose d'important. Si tu veux, aujourd'hui, nous, on a fait une étude de marché. J'ai envie de dire, on a à peu près, maintenant on doit être pas loin de 500 PME interrogées depuis le début de l'aventure. Alors au travers, il y a nos clients forcément. Et ce qui est intéressant dans la PME, c'est que 80% d'entre elles n'ont pas de process de vente digitalisé, si tu veux. Et tout ce dont je suis en train de te parler, c'est des compétences en règle générale que tu retrouves dans les grands groupes où tu as ce qu'on appelle un SDR, donc un département commercial, un sales développement représentatif, quelqu'un qui est fait pour faire de la chasse mais qui n'utilise que ses outils et sa seule mission, c'est générer des premiers leads et ensuite il vient donner ça aux autres équipes. Mais ça, au sein de nos PME, c'est une compétence qui manque. Et de l'autre côté, je dirais, ils n'ont pas énormément d'autres choix que de faire un peu à la mano, si tu veux. Donc, du coup, ils perdent vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et nous, aujourd'hui, on vient les aider, les accompagner pas à pas dans ces démarches et essayer de les refamiliariser avec le téléphone parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on arrive, en tout cas, c'est ce qu'on propose à nos clients, on arrive à vous dire quand est-ce que c'est le bon moment d'appeler telle ou telle personne. Donc, tu n'es pas dans un téléphone qui vient déranger, mais plutôt... Tu n'arrives pas comme un sauveur, mais tu viens proposer un produit, un service au bon moment à la bonne personne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Complètement. Tout à fait. Je comprends, Nicolas, tu n'as pas pu résister aux arguments. Tu vois, c'est compliqué. Hein. C'est très, très compliqué. Désolé. Je parlais de charmeur tout à l'heure. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui t'a convaincu du projet ? Bon, alors, nous, on a une approche qui est assez contre-intuitive. On en parlera peut-être un peu après sur Apollo. Donc, on essaye de ne pas tomber forcément amoureux de l'idée ou de la solution, et de vraiment comprendre, en fait, le problème qu'il y a derrière. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent avec une super idée, vraiment, qu'ils ont pensé depuis 2 ans tous les soirs dans leur chambre. Mais le problème, c'est est-ce qu'elle répond à un problème? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Est-ce qu'elle apporte de la valeur, en fait? Et l'avantage, quand il y a une société qui vient avec déjà de l'attraction. Donc là, eux, pour moi, je trouve qu'ils ont vraiment fait tout juste dans leur développement parce que avant de réfléchir à un produit, de lever de l'argent et tout ça,
ils ont bricolé un produit de leur côté, ils sont allés trouver des clients, ils leur délivrent de la valeur ajoutée et ils ont pas signé qu'un client. Quand ils sont venus chez nous, vous aviez déjà probablement 20-30 clients, je pense. Donc là, on se dit quand même, voilà, ils ont mis le doigt sur quelque chose. Et je pense que c'est ça aussi la différence entre le premier et le deuxième meeting qu'on a eu. C'est qu'il y a une grosse progression de clients avec une progression de chiffre d'affaires aussi. Donc on s'est dit, ouais, il y a probablement quelque chose là. Allons creuser ensemble pour s'assurer en fait qu'ils répondent à un vrai problème, qu'ils ont un business model qui est scalable en bon français et d'autres critères dont on pourra parler après. Donc, et puis voilà, évidemment, c'est sûr qu'il y a l'énergie, c'est quelque chose qui nous parle parce qu'effectivement, des thématiques qu'on voit assez souvent revenir, c'est des solutions qui sont construites pour des grands groupes ou pour des grosses startups. On voit des grosses startups qui fonctionnent très fort. Elles ont des outils super performants avec des CRM à la pointe, des outils de gestion de lead. Il y a toute une équipe pour gérer ça, des sales représentatifs, des commerciaux. Mais en fait, ces outils, ils existent déjà. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout adaptés aux besoins de la PME. Et c'est ça qu'on s'est rendu compte, en fait, aussi au travers d'interviews très poussées pour comprendre la réalité. Déjà, les outils sont un peu surdimensionnés pour les PME. Ils n'ont pas besoin de prendre 15 licences à 1000 francs par mois en achetant les databases. Déjà, ils ne sauront pas quoi en faire. Donc, il y a un aspect, on va dire, d'adaptation du produit en tant que tel. Et puis après, il y a aussi une adaptation de savoir-faire. Parce qu'en fait, la PME, elle n'a pas un responsable forcément des ventes avec 10 personnes dessous qui a déjà fait 4 entreprises de start-up avec des process et des métriques aux petits oignons. Et du coup, nous, on va aussi les aider à professionnaliser, entre guillemets, leur équipe de vente parce que, on va leur offrir, OK, ça, c'est les best practices, il faut faire ci, comme ça. Alors, c'est moins customisé que des solutions pour des grands groupes, mais ça permet d'être très efficace et ajusté aux besoins. La PME, elle n'a pas besoin de signer 500 nouveaux clients par mois. Par contre, si elle peut en signer 2 et puis que ça lui prend 2 heures par mois, on pense que c'est un ratio qui semble attractif, et en tout cas nous qui nous a beaucoup parlé dès le début et qui s'est avéré être vrai en tout cas dans les phases de test qu'on a fait, et puis qui aujourd'hui en tout cas semble aller dans notre sens. C'est un pari gagnant. Pas encore gagné, mais c'est un bon nom, on est content. On est content. Comment ça fonctionne, Apollo? Voilà, comment... Alors j'ai bien compris que ça se passe par téléphone, on t'appelle. Exactement. Donc, on va donner ton 076. On va donner le numéro de Pascal. Après, c'est Pascal qui m'appelle. Moi, je me mouille pas là-dessus. Je te laisse gérer ça. Moi, je veux pas de problème. Je te laisse gérer ça. Mais qu'est-ce que vous recherchez? Enfin, quelle est la grande mission et là où vous voulez aller avec cette Startup Studio? D'ailleurs, ça s'appelle pas un incubateur, Startup Studio. Non, c'est une approche. Alors, on n'a pas simplement bricolé aussi nous-mêmes. Ça fait 6 ans maintenant qu'on a fait divers investissements à droite à gauche sur différentes formes. On a aussi monté plusieurs sociétés nous-mêmes. Et puis, petit à petit, on s'est dit, voilà, mais comment est-ce que ça veut dire quoi créer une société digitale avec à fort potentiel de croissance et puis, de manière pas répétée, mais avec une certaine méthodologie en fait, derrière. Parce que le but de la méthodologie, il y a beaucoup qui tournent là autour, c'est de ne pas refaire les erreurs 2 fois. Donc on peut faire une boîte, on la plante, ok, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qu'on en apprend? Puis comment est-ce qu'on s'assure, ou on essaye en tout cas de s'assurer, de ne pas refaire la deuxième erreur 2 fois. Et puis aussi en Suisse, alors on a des superbes startups dans plein de domaines essentiellement liés à la deep tech, la biotech, etc. Mais en digital, on a quand même passablement de retard. À mon avis, c'est passablement lié à la taille du pays, au fait qu'on ne soit pas dans l'Union européenne, à la fraction entre les langues aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on a un petit marché de base qu'on ne va pas pouvoir faire des choses. Et puis, alors peut-être qu'on les fera de manière un peu avec moins de fracas qu'aux États-Unis, avec des levées de fonds tout de suite, avec beaucoup de zéros. Mais peut-être qu'on peut faire probablement assez bien aussi, et nous notre but c'est d'aller vraiment au plus juste en fait, parce que voilà, si on a un bon vendeur et qu'on a les bons réseaux et qu'on lève tout d'un coup 1 million, c'est extrêmement facile de prendre 1 million, de le donner à Facebook pour faire de la publicité, et puis l'année après on se retrouve avec rien, et puis du coup on sera pas beaucoup plus avancé. Donc nous on a vraiment en fait au fur et à mesure des produits, on lit des projets, on lit beaucoup aussi de littérature, on teste beaucoup de manières de faire pour développer après
pris un séquençage en fait de comment est-ce qu'on travaille un projet. Et il faut savoir que nous, on est une petite équipe, on est 4, et on essaie aussi de nous-mêmes monter nos propres startups. Donc on est des fois, on a ce côté sparring partner, comme on va dire avec Hublead, mais par exemple Juliane de notre équipe qui accompagne Hublead. Salut Juliane. Salut Juliane. Et du coup, elle a aussi un projet en particulier qu'elle monte, et du coup, elle a toutes les étapes avec lesquelles on a passé avec Hublead, elle les a déjà fait elle-même sur plusieurs projets qu'on a arrêtés, etc. Donc ça nous permet vraiment de développer un certain savoir-faire, avec toujours aussi des métriques. Parce que c'est hyper... Voilà, on va se dire... là, on parlait beaucoup du problème. On aime bien se dire, okay, quel est le problème qu'on va résoudre ? Pas 18 problèmes, mais un problème qu'on connaît bien, parce que si on a un problème, peut-être la solution qu'on va développer, elle n'est pas juste, mais le problème, il ne va pas bouger. Donc, du coup, ça sera beaucoup plus simple après d'adapter notre solution à ce problème. Et donc, du coup, on va vraiment travailler ces idées autour d'abord du problème. Et puis après, on a des outils pour dire, OK, là, le problème, on pense qu'il est fort, ou là, il n'est pas assez fort aussi. Et du coup, c'est important d'avoir quelqu'un qui va dire, selon moi, de manière relativement subjective, mais selon des métriques claires, OK, ce projet, il est dans les clous, ce projet, il n'est pas dans les clous. Donc aujourd'hui, on ne doit pas travailler à aller faire des campagnes sur Facebook, on doit travailler à travailler le problème. Ou après, ça peut être... On travaille beaucoup avec les unit economics, c'est vraiment beaucoup de feuilles Excel avec combien de marge, combien on peut dégager pour aller faire du marketing et ce genre de choses, parce qu'évidemment, si notre marketing nous coûte plus cher que nous rapportent nos clients, par exemple faire un dessin, que l'avenir est un peu compromis. Donc du coup, c'est vraiment tous ces genres de choses avec des métriques très claires qu'on doit atteindre à chaque étape, en fait, pour se dire, voilà, là, on est bon pour passer à la prochaine étape, ou là, on doit retravailler notre business model avant même d'avoir attendu 6 mois ou d'avoir travaillé la croissance. Donc c'est vraiment faire les bonnes choses au bon moment, on pense, pour vraiment avoir des fondamentaux qui sont le plus solides possible. Et après, on va aider donc Hublead, voilà, je pense que vous avez mis à peu près, on va dire 4-5 mois, je pense, à faire à peu près tous ces tests jusqu'en décembre où on a en fait donné le feu vert. Beaucoup d'Excel, ouais. Beaucoup d'Excel, beaucoup d'interviews aussi avec... c'était chouette. Avec les clients. Ouais, parce que du coup, tu vas vraiment chercher de l'info de terrain qui n'est pas un sondage. Si je peux compléter là, moi j'ai beaucoup... en tout cas, si tu veux, il y a plusieurs phases, donc Nicolas les expliquera certainement après, mais la phase des interviews, nous on a adoré parce que tu es toujours dans ce process, donc tu rentres dans l'incubateur mais tu n'es pas pris, donc tu as ces étapes à valider. Et il y a une étape qui est les interviews. Et là, nous c'était un peu plus facile, on a des clients. Donc du coup, on a eu ces rendez-vous assez rapidement, donc on a enchaîné 20 interviews, je crois en même pas 10 jours, donc tu vois, c'était intense. Mais c'est tes clients, tu penses que tu les connais, mais en fait non. Et le fait, la méthodologie qu'ils nous ont appliquée de comment faire une interview, surtout Émeric, ne vend pas, t'es pas là pour vendre. Tu vois, c'est ou des clients ou des prospects potentiels, c'est hyper dur. Pour moi, ça dit, on a les droits à la fin. Pour moi, non, mais c'est contre nature, voilà, contre-intuitif, merci. Et donc, du coup, on se plie à l'exercice, et puis là, tu parles avec tes propres clients, et en fait, tu te rends compte que, il y a des choses sur lesquelles tu réponds pas bien, ou pas assez, etc. Et de là, même si on n'avait pas encore tout validé, nous on est ressorti et derrière on a ressorti une nouvelle presse, un nouvel axe, 2 nouvelles cibles. Et tu vois, même pendant ces étapes, ça nous permet nous aussi de pouvoir bifurquer, pivoter et améliorer ou le pitch ou le produit. Et du coup, la première expérimente quand c'était validé, elle est née de là. Si tu veux, elle est née de se dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et quand ils nous ont dit, le process commence, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il n'y avait même pas à réfléchir. Ça faisait déjà 1 mois qu'on se disait, si on passe cette étape, la première chose qu'on va bosser avec Apollo, c'est l'onboarding. En fait, c'est vraiment une plongée dans la réalité. Il y a plus justement à réfléchir pendant 2 ans dans sa chambre au projet. C'est tous les 15 jours. Tu testes le marché tous les 15 jours et puis ça te dit où tu dois aller. Exactement. Le but, justement, de ne pas tomber amoureux de son idée et de pivoter, qui est quand même un mot important, c'est en fait le plus vite tu vois le mur, le plus vite tu vas pouvoir le contourner. Et puis quand on travaille avec des entrepreneurs, c'est quand même des gens qui ont la tête dure, qui ont envie de pousser. Donc on peut
peut pas dire à Emric, à Loris, t'as tort. Donc du coup, le seul moyen, c'est de leur faire faire et qu'eux se rendent compte, en fait, il faut là ajuster, etc. Donc il y a un petit peu ce côté aussi de comprendre par l'exemple l'utilité de ce qu'on fait, et puis après des informations qui peuvent en retirer. Parce que si tout d'un coup, sur une feuille Excel, tu mets les chiffres bout à bout, tu te rends bien compte à la fin, après 12 mois, si tu es à moins 100 ou si tu es à plus 100. Et du coup, voilà, là ça parle, et nous on va aider à repenser certains aspects, et du coup d'avoir toutes ces métriques et ces points de données. En fait, le problème en est la viabilité d'un projet aussi, on a des manières très carrées de le lire, vont donner des points de réflexion et de se dire voilà, et de priorisation. Parce que quand on a une start-up, alors même quand on commence à avoir une traction, qu'on commence à avoir des fonds, eh ben, on veut pas tout faire. Et du coup, c'est important, c'est de qu'est-ce qu'on va faire, quand, à quel moment. C'est déjà pas trivial de trouver ça. Et puis après, comment est-ce qu'on ouvre des portes et on les referme. Et du coup, et ça, on les accompagne beaucoup. Maintenant, on est beaucoup là-dessus avec Emric et Loris. C'est voilà, toutes les 2 semaines, sur quoi on doit travailler. Il y a une manière très carrée de le définir. Et puis après, OK, quel expériment on fait? On ouvre une porte. 15 jours après, on a des résultats. Si c'est positif, on continue. Si c'est négatif, on remet l'ouvrage sur le métier, on refait une expérimente. Et en fait, ça permet toutes les 2 semaines, en fait, d'apprendre de manière concrète, donc de voir en fait des micro-murs à droite et à gauche pour pouvoir après adapter la trajectoire à la réalité. Parce que le seul truc qui est certain, c'est que ça va pas se passer comme prévu. Donc du coup, tu dois dans cet état des choses être le plus agile possible. On l'a encore fait cette semaine. Si tu regardes, on avait un truc établi, on avait un game plan. Il arrive un nouveau sujet, on l'a mis sur la table et du coup, on a changé recrutement notamment. Alors on fait un peu de pub, mais voilà, on vient renforcer les équipes. On va en parler. On a besoin de renforcer nos équipes et tout de suite on s'est dit Nicolas, Juliane, comment on peut faire? En plus, Juliane, elle a pas mal d'expérience là-dedans. Donc là, du coup, on a arrêté l'expériment et on en a ouvert, entre guillemets, une autre. Et c'était ton sujet d'hier, je crois, d'ailleurs, avec Juliane. Et là, on va poster 2 offres d'emploi. Il y a cet aspect d'accompagnement terrain, très dans l'expérimentation. Est-ce qu'il y a aussi un soutien sur de l'infrastructure, sur des recherches de fonds, ou quelle est l'offre, la proposition globale d'Apollo? Alors, il y a effectivement ce soutien, on va dire, méthodologique et à l'exécution aussi. C'est vraiment ces 2 points très importants. Il y a toujours un investissement financier, donc on met toujours 100 000 francs parce que c'est important d'avoir de nouveau du skin in the game et de transpirer un petit peu. Et puis après, on a des briques un petit peu plus opérationnelles, en fait, là, qui sont liées à notre réseau, etc. On a une brique notamment recrutement. Donc voilà, quand tu as besoin de faire un recrutement, il y a un savoir-faire, une méthodologie aussi propre à ça, et là on peut activer par exemple le réseau, notamment Coca, pour profiter de ça. Pour la partie business development aussi, c'est quelque chose qu'on travaille, de comment on peut ouvrir des contacts, aider à trouver des nouveaux prospects pour Hublead. Sur la partie levée de fonds aussi, on a un petit réseau de gens qui parfois nous suivent, parfois pas, mais voilà, qu'on ouvre. Et puis on a aussi une expérience, l'expérience digitale de Coca. Il y a quand même presque 200 experts chez Coca, enfin, pas que des experts, mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expertise pointue. Et si tout d'un coup, il faut passer un après-midi pour faire un workshop sur une partie spécifique, et du coup, on peut aller chercher aussi, bénéficier de cette expertise de Coca. Donc, c'est vraiment, on a un pied dans Coca, un pied dehors de Coca. On essaye sans trop aller, on va dire, pénaliser la routine de Coca en prenant des ressources, mais quand il y a de l'expertise, on peut faire une différence, on peut vraiment aller chercher. En fait, on devient un peu un gros cofondateur, et tout ce qu'on peut mettre à disposition, dans la mesure du raisonnable, on va essayer de le mettre. Quel est, selon vous, le point le plus important quand on est entrepreneur et dans votre aventure de soutien? Qu'est-ce qui est primordial, en fait? Qu'est-ce qui vous tient? Je pense que quand on se lance, on a une multitude de sujets. On y va comme des bourrins. Chaque jour, il y a des nouvelles choses. On a envie de tester plein de choses, que ce soit autant sur le développement du produit, d'aller tester des nouvelles cibles, et j'en passe. Et en fait, tu t'es déstructuré de manière générale, même si tu penses l'être. Et du coup, le fait d'avoir un sparring partner, tu as utilisé ce terme tout à l'heure, mais voilà,
un espèce de troisième cofondateur dans notre cas, qui est là et qui te met ce cadre et que tu peux activer sur les sujets en particulier, mais surtout qui t'aide à structurer. C'est super important. Sinon, je ne vais pas dire que tu vas dans le mur, mais tu vas dans tous les sens. Donc à mon niveau, c'est le point principal. Je ne sais pas si tu vois non, c'est très bien dit. Et de toute façon, c'est ce qu'on avait dit au départ des premières discussions. On ne cherchait pas que de l'argent en allant voir Apollo. Donc, ça tombait bien du coup. C'était d'avoir aussi cet accompagnement. Nous, c'est notre première expérience entrepreneuriale. Ils ont essuyé plein de plâtres. Nous, on ne les a pas encore essuyés. Les bêtises, tu les fais beaucoup plus vite que les réussites. Donc, le fait d'être accompagné sur des sujets ou d'être aidé à d'autres endroits, donc c'est super. On a la chance aussi d'avoir des gens qui nous suivent. Alors, je ne sais pas si on peut les citer, mais je ne le ferai pas. Mais du coup, on est proche de ces gens et ça nous permet, sur un simple coup de fil, de demander de l'aide ou des conseils plutôt que de l'aide. Là, avec Apollo, il y a les conseils, il y a l'aide, l'accompagnement qui suit et c'était le package global. Là, notamment, je vois, en l'espace de ces 15 derniers jours, tous les sujets étaient chez eux, quoi. C'est ceux qui ont fait les devoirs. Pour une fois, c'était pas nous, parce qu'on leur a dit, pas au secours, mais est-ce que vous n'avez pas ça? Parce qu'effectivement, je vois que c'est des choses qu'on n'a pas cadrées, ou mal, ou pas assez bien. On a peur de se tromper. Est-ce que vous ne pouvez pas nous mettre les process? Et d'ailleurs, c'est toi qui les as fait, Nico. Hein. Je ne sais pas si on peut en parler, mais... Non, mais notre but, c'est justement d'être mettre les mains dans le moteur. Il y a vraiment, c'est pour ça, avant, tu disais, on est un start-up studio, c'est parce qu'il y a vraiment ce rôle très entrepreneurial. On est tous très entrepreneurs ou fortement entrepreneurs nous-mêmes dans la tête. Et du coup, on aime faire aussi. Et donc, des fois, on donne des conseils. Et puis, des fois, il faut faire. Et du coup, on fait. Il faut faire, effectivement. J'ai envie qu'on parle quand même de Hublead. Qu'est-ce que vous faites? Avant qu'on aille dans le détail, est-ce que vous arrivez à me pitcher en 2 phrases ce que vous faites? Alors, je ne vais pas le faire en 2 phrases volontairement, mais je vais dire qu'on rend la prospection accessible à tous. Et ça, c'est notre ambition. Et si tu me laisses te faire un parallèle pour situer ça, parce que tout à l'heure, tu me parlais de B2B, B2C, donc... aujourd'hui, si on devait faire un schéma, d'ailleurs, tu as reçu un expert chez toi, Dany, je lui passe le bonjour de boîte secrète, mais aujourd'hui, si on se raisonne en B2B, pas en B2C, je dirais que tu as 2 canaux d'acquisition principaux qui sont l'inbound et l'outbound. Peut-être que ça te parle, mais l'inbound, grosso modo, c'est toutes les actions qu'une entreprise va mettre. En général, c'est beaucoup délégué dans les départements marketing des sociétés. Donc, on parlait tout à l'heure de Facebook, donc toutes les campagnes publicitaires, etc. Avec un objectif, c'est pouvoir attirer des gens vers ton entreprise. Et en règle générale, c'est des prospects qu'on appelle un peu plus qualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà soumis un intérêt ou qui sont matures sur leur sujet que tu leur proposes. Et là, aujourd'hui, il y a en B2B, d'ailleurs, Dany est un des spécialistes, mais tu as beaucoup les agences marketing, il y a plein de métiers qui viennent là-dedans et qui permettent de qualifier ces prospects pour venir alimenter le CRM des commerciaux ou carrément l'agenda des commerciaux pour les rendez-vous. Et après, il y a un autre canal, c'est celui qu'on essaye, nous, de démocratiser, c'est l'outbound, c'est-à-dire c'est toutes les actions qu'une entreprise peut faire pour aller chercher les clients. Et c'est ce que Hublead fait en allant démocratiser la partie prospection. J'ai envie de dire, on fait de la prospection, on fait du porte-à-porte digitalisé, pour faire simple, sauf qu'on vient donner en plus à nos clients un accompagnement complet. Et c'est pour ça qu'on a tendance à se dire qu'on est le copilote de prospection des PME, parce qu'on vient les aider à chaque étape du cycle de la prospection jusqu'à leur donner les bonnes recommandations pour que leurs commerciaux soient plus performants et prennent le téléphone au bon moment. Comment vous faites pour ce téléphone au bon moment? Parce que moi, je dois dire, on m'appelle souvent... Au bon moment. Voilà, c'est oui, non, mais... Alors, donc c'est plutôt non, donc c'est qu'ils n'utilisent pas Hublead. Non, je blague. Non, je vais te laisser répondre. Sans dévoiler la secret sauce, comme on dit dans le jargon, on a en fait en place des algorithmes et ils nous permettent de venir scorer en fait ce qui se passe lorsqu'on prend contact avec des gens et lorsque, en l'occurrence, toi, si on reprend ton exemple, tu interagis avec un message que tu as peut-être reçu, quelque chose que tu as vu sur un réseau social. Et grâce à ça, en fait, ça nous permet de savoir le moment où tu es
on va dire, la plus réceptive, du moins selon la méthodologie qu'on a mis en place pour recevoir un appel ou une autre, un message sous une autre forme, que ce soit sur un canal, par exemple email ou un message sur LinkedIn. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser la question. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des soirées où des personnes expriment qu'on nous écoute sur le téléphone parce qu'on parle d'un sujet et le lendemain, on a des pubs là-dessus. C'est quoi le secret? Alors, ça, c'est pas chez nous. Nous, on fait pas ça. Nous, on est un B2B, hein, et puis on travaille pas la NASA. Si tu veux, aujourd'hui, je pense que c'est un peu comme la méthodologie. C'est comme ça que Bleed est né. Et je pense que le métier que moi j'ai connu il y a 20 ans, il a complètement changé. Aujourd'hui, moi, je crois pas au commercial comme j'ai été il y a 20 ans. Pour moi, j'y crois pas. Et plus ça va aller, plus je pense qu'on a besoin d'avoir des experts du domaine. Je pourrais donner des exemples de clients plus tard, mais je prends souvent l'exemple de la cybersécurité. Dans ce domaine-là, mais nous, on a des clients, en fait, c'est pas des commerciaux, c'est pas des vendeurs. C'est un ingénieur informatique. Et un ingénieur en cybersécurité, c'est pas réputé pour être quelqu'un qui est à l'aise à prendre son téléphone, etc., etc. Mais par contre, sa cible à lui, c'est ce qu'on appelle un CISO, un chef de la sécurité. Et je prends toujours l'exemple de, si tu veux contacter le CISO d'une grande banque genevoise, alors oui, peut-être que je vais avoir plus de facilité parce que c'est mon métier de passer l'accueil au téléphone, mais quand je vais tomber sur cette personne, il va me poser 2 questions. C'est loin, si tu veux. Donc, je pense que encore une fois, si on adresse le bon problème dans la bonne méthodologie, plutôt qu'essayer de te vendre quelque chose, c'est d'essayer de te proposer une solution à un problème éventuel que tu as. Et Bleed est né comme ça, sur la base d'une problématique, c'est la méthodo qu'on a, et c'est ce qu'on s'efforce à appliquer chez nos clients, hein, les aider à monter en compétence là-dessus. Parce que c'est pas que le bon moment. Il y a le bon moment, mais il y a la manière d'être approché, la manière de faire. Je te rassure, je reçois les mêmes emails que toi et en plus on veut me vendre des leads. Donc je trouve ça très marrant. J'ai gardé pour les investisseurs, j'ai toujours ça dans ma boîte mail. Je dis, j'ai la réponse toute faite quand eux me posent la question. Et quand on parle de digitalisation, en fait, c'est une digitalisation très algorithmique, si je comprends bien, dans le marketing, en tout cas dans l'approche première de Bleed. Est-ce que c'est juste ce que je dis pour la plateforme? Qu'est-ce qui tourne derrière la plateforme? Est-ce que vous délivrez finalement aux clients? Oui, alors plus sur la partie prospection du coup, on va laisser au marketing, on va laisser au marketeur le marketing. Mais en effet, il y a des algorithmes aujourd'hui qui permettent de faire plein de choses dans l'univers de la sales tech qu'on définira peut-être plus tard, mais le premier point, c'est de pouvoir identifier un bon contact. Et pour ce faire, il y a des millions et des millions de données aujourd'hui qui existent sur le web. Et la clé, c'est de pouvoir les croiser correctement pour proposer à un client finalement le contact qu'il recherche pour proposer son bien ou son service. Et ensuite, il y a toute une machinerie, si j'ose, pour entrer en contact avec ces gens-là et pouvoir bénéficier des meilleures recommandations pour aller générer une opportunité commerciale sur ces gens-là. Moi, j'ai trop envie de vous poser la question de l'intelligence artificielle parce que c'est vrai que c'est des outils qui arrivent à avoir une masse d'informations qui est gigantesque, notamment tout le web, et qui arrivent maintenant à traiter et à gérer ces informations. J'imagine que, vous devez l'utiliser en interne pour votre quotidien, et 2, que vous avez déjà imaginé une implémentation dans votre solution. Bien sûr. Je dirais que tu as utilisé le terme masse. On est vraiment, et on est encore en train de passer d'une idée de masse qui est gentiment inefficace à quelque chose de beaucoup plus pointu et personnalisé grâce à l'intelligence artificielle. Si je le ramène à ce qu'on fait chez Bleed, donc dans un cycle de prospection, il y a premièrement le fait d'identifier une bonne personne, ensuite le fait d'entrer en contact avec elle. Et sur l'identification de cette personne-là, comment croiser et scorer cette personne-là, on va beaucoup plus vite et on est beaucoup plus performant avec de l'IA sur une campagne, c'est-à-dire l'envoi de communication à une audience. On va pouvoir, vu qu'on n'est plus sur des bases de données statiques, mais qui évoluent constamment grâce à la mise à jour, être pointu et au bon moment et de manière très personnalisée sur un message qu'on va transmettre.
Et en fin de parcours, on va pouvoir, déjà de manière générale, constamment apprendre. Ok, on a fait cette action dans le passé-là, on sait que sur une industrie en particulier, un type de personne, il y a ça qui fonctionne. Et comment est-ce qu'en fait on va apprendre de ça pour proposer après à le reste de la population qui peut utiliser une solution comme la nôtre, la bonne action au bon moment. À quoi il ressemble ce marché du B2B en Suisse parce que c'est vrai que, encore une fois, je ne veux pas refaire une comparaison, mais le B2C, par exemple, on se dit qu'on peut atteindre des personnes via un compte Instagram ou autre, et puis on peut commencer à avoir de la donnée. Mais entre deux entreprises, justement, en fait, comment on arrive à définir des scénarios et à comprendre leur manière de... leur processus d'achat, finalement, entreprise entre entreprises. Je veux pas faire l'amalgame, mais c'est beaucoup plus complexe en B2C qu'en B2B. Et justement, je te disais tout à l'heure, moi j'ai commencé en B2C, mais le B2C est aujourd'hui beaucoup plus compliqué parce qu'il est beaucoup plus régulé et réglementé. Tu parlais d'Instagram, etc., la protection des données. Aujourd'hui, en B2C, techniquement parlant, on pourrait faire ce qu'on fait, mais on ne le fait pas parce que aujourd'hui, pour te contacter, j'ai pas le droit de t'envoyer une communication pour te vendre une friteuse ou te vendre ce verre d'eau. Pourquoi ? Parce que t'as aucun lien avec ce verre d'eau. En B2B, c'est régulé d'une manière différente. Donc, pour que je te démarche sur le côté B2C, il faut que j'ai ton autorisation pour pouvoir le faire. Tu sais, quand tu vas sur un site, vous acceptez de partager mes données. Toujours. Là, du coup, tu deviens complice. Alors, tu ne deviens pas complice, mais donc, du coup, c'est que tu acceptes le fait d'être démarché par cette société pour qu'ils te proposent des friteuses, peu importe ce que tu veux. En B2B, c'est un peu plus facile, entre guillemets. C'est-à-dire que dès lors que une entreprise vers une autre entreprise, elle a un produit ou un service. Donc, logiquement, c'est facile d'identifier une cible. Si tu veux, c'est beaucoup moins large qu'en B2C, les personas sont assez difficiles à identifier. En plus de ça, tu es moins embêté vis-à-vis de la réglementation. Donc, du coup, c'est relativement simple d'aller identifier sur des réseaux comme LinkedIn, des réseaux professionnels, sur Google, de la data, comme disait Loris, que tu essayes de faire marger. Et de là, tu vas identifier, de dire, tiens, je prends l'exemple de Hublead, je prends notre cible. Hublead, il est à la recherche de PME qui dispose d'une équipe commerciale de minimum 2 personnes. Ça, c'est notre cible principale. Pourquoi ? Parce que si tu as minimum 2 commerciaux, ça veut dire que tu vas chercher de la croissance et donc, du coup, tu prospectes ou tu cherches des solutions. Du coup, nous, ça nous intéresse. Et ces gens sont plus facilement identifiables. Toi, dans la masse B2C, il faut que tu me donnes un peu d'infos pour que j'arrive à te qualifier. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, oui, vas-y. Pour apporter un complément là-dessus, parce que ça a aussi un lien de comprendre le problème ou comprendre son client. Et je pense qu'un client B2B sera probablement un peu plus rationnel, donc on va pouvoir comprendre ses problématiques qui vont souvent être métiers, etc., ce genre de choses, donc c'est un peu plus carré. Quand on va regarder le B2C, c'est beaucoup plus subtil. Il y a beaucoup la psychologie, le cadre, la peur, et les choses comme ça, et donc du coup, c'est aussi plus difficile d'aller identifier avec certitude certains aspects, et du coup, après, de le communiquer de manière cohérente. En fait, dans le B2B en général, il est un petit peu plus binaire, j'ai envie de dire, le problème qu'on va résoudre. Et donc, du coup, une fois qu'on l'a compris, il y a un travail pour le comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, on peut le mettre en avant, je pense, de manière qui résonne un peu plus facilement qu'avec le B2C. Exactement. Et puis, la cartographie, elle est relativement similaire. Tu vois, on peut faire c'est pas faire des clichés, mais des catégories en disant c'est une PME, elle a tel type de cycle, c'est un grand compte. Les cycles de vente sont beaucoup plus longs. Mais là, après, on rentre dans de la complexité de qu'est-ce qu'un cycle de vente, comment l'adresser à tel ou tel type de société. C'est des sujets qu'on aborde avec tous nos clients, d'ailleurs. Mais si tu veux, c'est là où on vient identifier la bonne cible, la bonne personne, développer la bonne stratégie. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'IA, mais on a oublié de dire quelque chose. Hublead, c'est pas seulement de la technologie, en fait. Nous, on prône quelque chose d'un peu différent. On est persuadé, notamment que dans la PME, et surtout dans les années à venir, c'est que tout à l'heure, Nicolas, il expliquait qu'il y a plein de logiciels qui existent, qui sont 1000 fois meilleurs que le nôtre, qui sont hyper puissants, etc. Mais il faut des compétences, c'est complexe, c'est difficile à utiliser. Et nous, ce qu'on a identifié, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que 80% des PME, elles n'ont pas la compétence en interne. Donc, du coup, nous, plutôt que être un SaaS à part entière, Software as a Service, c'est ce qu'on a voulu faire. On a dit, on va faire au début, on va faire un logiciel, on va mettre
la carte de crédit, ça a fonctionné. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Nous, on base notre modèle sur le service as a software. Donc, on développe notre propre technologie qui vient aider nos propres clients, mais par contre, on vient les accompagner et les aider sur comment l'utiliser. Parce que l'outil, je suis désolé, c'est en anglais, mais toutes ces sales tech, tous ces outils hyper performants que tu peux trouver en France, aux US, etc., c'est ce qu'on appelle un outil let's serve. Donc, ça coûte 39,90, des fois 19,90, mais il faut que tu l'utilises toi-même. Et tu te rends compte que tu as un outil, tu ne sais pas l'utiliser. Tu dis, c'est pas bien, ça n'a pas marché. Non, c'est qu'en fait, il faut peut-être savoir l'utiliser. Nous, on vient remettre l'humain au centre. Et nos clients ont un accompagnement personnalisé. Et en plus de ça, chaque fin de mois, ils ont 30 minutes avec un expert parce qu'on estime que c'est le business model de demain dans la PME, avec une partie logicielle adaptée à leurs problématiques et quelqu'un qui les aide à justement évoluer sur le sujet. Mais parce que tes clients, les PME, elles veulent pas un outil. Elles veulent des nouvelles opportunités commerciales. Donc en fait, l'outil va servir ça. Mais du coup, c'est un peu cette idée de prendre un peu plus de hauteur et d'aller leur servir directement ce qu'elles veulent et pas un outil qu'ils seront plus ou moins utilisés ou qui va en tout cas nécessiter beaucoup d'autres compétences. J'en arrive à cette question de culture digitale en Suisse. Et je vous disais à quoi un peu ressemblent les manières de fonctionner entre même les différents cantons. Je veux dire, c'est très complexe la Suisse et c'est peut-être un peu particulier aussi. Et j'ai l'impression que vous répondez vraiment très précisément à votre terrain à travers les interviews que vous avez menées. Est-ce que cette culture digitale, justement, elle pousse au fait que les entreprises entre elles doivent s'appeler parce qu'il y a cette relation de confiance? Et peut-être que dans d'autres pays, une plateforme où on prend un abonnement et on met la carte de crédit, c'est peut-être un peu cliché, mais aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est un peu plus la manière de faire. C'est pas un peu plus, pas. Mais qu'en Suisse, on est encore sur ce rapport d'humain à humain avec vraiment de la relation de confiance. D'ailleurs, on dit souvent, on se serre la main et on dit que le deal, un serrage de main vaut un contrat, voilà. Alors, complètement, mais ce qu'il faut voir, c'est que déjà, la différence, c'est que notre marché, comparé au marché US, il est minuscule. C'est-à-dire que nous, il y a 3 pays dans un, et quand tu vas en Suisse alémanique, je pense que Zurich, c'est presque un pays par rapport à Berne, parce qu'il y a encore ça. Donc déjà, c'est très complexe à identifier, mais de par le fait que notre marché est petit, tu peux pas, t'as pas droit à l'erreur. Tu vois, on a un client, celui-là, malheureusement, je peux pas le citer, mais c'est une société internationale. Et d'ailleurs, on avait rigolé parce que, tant que ça fait, c'est presque 2 ans qu'on l'accompagne. Et c'était au tout début de l'aventure. Et il nous dit, les gars, c'est bon, super, là, c'est bien, la Romandie, mais je veux faire une campagne sur la région parisienne, Île-de-France. Ok. Mais tu vois, bêtement, on réalise pas. On fait une première recherche. Et là, on se rend compte que juste sa cible dans l'Île-de-France, c'est l'intégralité des gens qui travaillent en Romandie, pour te situer. Donc, tu es obligé d'être précis, tu es obligé d'être affiné, tu es obligé de t'intéresser réellement aux problématiques. Et si tu n'es pas calqué sur ça, du coup, tu passes à côté. Et je pense que c'est quelque chose qu'on maîtrise plutôt bien, cette finesse, cette faculté à comprendre notre marché, à s'intéresser à la culture, aux coutumes quelquefois, parce que quand tu écris un mail, par exemple, c'est tout bête, mais tu sais si c'est un Français qui l'a écrit ou si c'est un Vaudois ou un Genevois presque des fois. Donc, si tu veux, on voit là, on commence tout doucement à s'intéresser à la Suisse alémanique. Pareil, pour nous, c'est déjà un autre défi. C'est fou, c'est une particularité. Ouais, je pense que ça dépend de la grille de lecture, si on prend du B2B ou du B2C, évidemment. Parce que je prêche ma paroisse B2B. Mais je pense qu'une PME suisse d'une certaine taille, la réalité, elle doit être assez proche de la même PME française de la taille équivalente, en fait. Parce que c'est pas tout d'un coup qu'il y a des outils bien meilleurs qui existent en France pour ces sociétés. Donc, moi, j'ai l'impression, alors oui, il y a 2-3 spécificités un peu suisses, mais j'ai l'impression que l'îlot, il y a plus un aspect culturel, peut-être francophone, peut-être latin, peut-être germanophone, qui va plus ressortir dans l'aspect B2C, mais pas forcément qui est lié, à mon avis, à une entité nationale. Nous, on fait beaucoup de projets qui ont aussi un pied en France ou à l'international.
il n'y a pas tant que ça, il n'y a pas de différence très fondamentale. Alors oui, après, il y a la loi qui change, donc c'est sûr que si on a un projet qui est en lien avec la loi, il y aura des différences, mais il n'y a pas tant que ça, je trouve, de différence entre les gens, où c'est pas ça qui va faire le succès ou l'échec d'un projet. Mais c'est que mon avis. Il est très important. Je voulais vous parler de changement de génération. On a aussi beaucoup de PME qui sont reprises par des plus jeunes. Nous aussi, on vieillit. Et les jeunes ont encore d'autres attitudes ou approches face à la relation. Typiquement, je vois par exemple, les jeunes ne passent plus d'appels. Tu en parlais tout à l'heure. En fait, ils communiquent avec leur téléphone en donnant des vocaux. Ouais. C'est quelque chose, j'ai pas encore réussi à m'y mettre. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'à travers cette observation, il y a quand même quelque chose de cette nouvelle génération et d'une relation qui sera différente. Est-ce que c'est des sujets que vous adressez ? Est-ce que vous pouvez juste partager une observation et puis de toute façon vos clients aujourd'hui n'ont pas encore vu cette nouvelle génération qui arrive avec ses nouvelles habitudes? Non, je pense déjà, nous on a souvent le débat en interne avec Aymeric, pour ne pas citer son âge, mais il est plus sur la quarantaine et moi sur la trentaine, et on a souvent le débat en fait avec ces 10 ans d'écart où moi, si tu m'appelles, je vais pas forcément décrocher. Je préférais te contacter sur un email, un message dans un premier temps. Et ensuite, une fois que ce premier pas est fait, je vais potentiellement interagir. Alors que lui, il va prendre son téléphone directement, ou si tu l'appelles, il a aucun problème avec ça. Donc déjà, rien que là, on en rigole souvent. Mais c'est quelque chose d'ailleurs qu'on avait adressé lors d'un événement avec Aymeric. Il y a l'Institut Gartner qui fait diverses études dans différents thèmes. Et il y a une statistique qu'on présente toujours quand on aborde le sujet de la technologie, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, 80% des interactions B2B entre un acheteur et un vendeur, elles se font sur un canal numérique. Et cette stat, elle veut tout dire en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux atteindre ne serait-ce que la génération des trentenaires, qui est un peu celle des nouveaux managers et voire de ceux de demain, tu dois t'adapter. Même si tu es de l'ancienne école, il faut que tu fasses évoluer ton jeu, sinon je pense que tu vas avoir des soucis très prochainement. Et je pense aussi que les outils technologiques, ils abaissent beaucoup les barrières à l'entrée. En fait, ça n'a jamais été aussi simple aujourd'hui d'être entrepreneur. En l'espace de 1 heure, si tu es un peu bien câblé, tu fais un shop qui vend dans le monde entier. Et tu peux vendre 100 000 produits par jour, théoriquement. Et donc, tout ça, il y a 10 ans, ça existait pas. Une PME qui se lance aujourd'hui avec des bons outils, potentiellement comme Uplead, elle peut venir ramasser des parts de marché énormes à des players plus dormants qui prennent pas, on va dire, possession de ces nouveaux outils ou plus lentement. Donc ça redéfinit quand même les cartes de la concurrence et ça les abaisse aussi. Avant, c'était des outils souvent qui étaient adressables que aux grosses boîtes, en fait. Mais maintenant, c'est n'importe qui les a. On a d'autres projets où c'est un peu la même chose. On va offrir pour des petits restaurateurs, par exemple, des outils un peu similaires que Starbucks, par exemple, peut développer pour tous ces restaurants. À l'époque, impossible de concurrencer Starbucks là-dessus. Maintenant, tu as des outils un peu différents, mais qui vont atteindre le même but. Et tout ça, je trouve que ça facilite, ça fluidifie. Donc, je pense que les acquis sont moins éternels, en tout cas. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu plus, on parlait d'agilité, un peu de flexibilité, de bouger. Et je pense que ça force les gens. Je pense que c'est une très bonne chose, mais ça force un petit peu à regarder, à se renseigner et à se remettre en question ou son business. C'est vrai qu'on voit se dessiner quand même des plus petites structures, les portes d'entrée se baissent. Ça fait aussi beaucoup plus de monde, mais là où je vois aussi l'importance d'Apollo, c'est justement de structurer. Puis c'est un marathon, l'entrepreneuriat. Donc c'est là où
ça va nous amener. Je pensais à complètement autre chose si je vous emmène dans l'intelligence artificielle plutôt générative avec cette gestion du langage. Et je pensais tout à l'heure, tu disais les commerciaux. Et puis je me suis dit, mais tiens, ce serait chouette par exemple, dans une entreprise, avoir plusieurs Émeric. Et d'avoir en fait des digitaux. Je suis pas sûr que vous avez envie. Je suis pas sûr. Et en fait, ça m'amène à cette question de l'avenir potentiel d'agents d'intelligence qui émitent déjà très très bien la voix et qui arrivent à avoir beaucoup d'empathie avec. Enfin voilà, on peut utiliser maintenant des agents comme psychologues ou on arrive à leur parler. Je sais pas si vous parlez vous à ChatGPT, mais en tout cas moi je le fais et des fois je me confie même sur des choses que j'aurais jamais fait sur un forum ou même sur le web. Et en fait, ça m'amène aussi à cet aspect de vente. Est-ce que c'est des choses où vous êtes déjà plongé dans cette opportunité Complètement. Avec Volubile, c'est ça. Exact, ouais. On suit pas mal de choses, notamment Volubile en France. C'est vraiment puissant. Mais... Alors, je ne connais pas. Je t'invite à regarder. Ouais. C'est une start-up française de la French Tech, bien accompagnée. Et eux, ils prônent l'agent commercial téléphonique. Okay. Et c'est une IA. Il y a des choses qui populent aux US aussi beaucoup. Donc nous, on regarde forcément. Maintenant, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que, en tout cas, encore une fois, moi je parle pour ma paroisse dans la PME, je ne suis pas encore convaincu que ces IA peuvent répondre réellement à ce qu'on fait. C'est-à-dire vraiment aller chercher le vrai problème et ce contact humain où, justement, tu as envie d'avoir un problème et d'un interlocuteur en face de toi de confiance qui te comprend et qui sait comment il va pouvoir t'aider. Et je pense que c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de service as a software et de téléphone aussi. C'est ce qu'on dit tous les jours à nos prospects, à nos clients. Je dis, mais le meilleur ambassadeur de votre produit ou de votre marque, c'est pas moi, c'est pas Loris, c'est pas Andy, c'est vous en fait. Pour ça, souvent, on nous compare à ChatGPT, mais je dis, essayez, allez faire un message avec ChatGPT, vous allez voir vos taux d'ouverture et vos réponses. Aujourd'hui, il y a un moment où tu as envie de parler à un humain, tu as envie d'être rassuré sur un problème technique. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas marcher, hein, attention, on le regarde. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'en tout cas, pour que ce que nous, on fait, ce soit vraiment opérationnel 100%, je ne sais pas si tu es d'accord. Ouais. Il faut vivre avec son temps, donc il faut regarder ça de près. Mm-hmm. Mais je pense que l'humain, il a beaucoup sa place aujourd'hui. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on prône chez nos clients. Et ça a l'air de pas mal fonctionner. Donc, ouais, d'ailleurs, pour partager une expérience sur le sujet, hein, on accompagne nos clients dans le fait de trouver les bons contacts, mais également dans la rédaction de messages impactants sur la prospection. Donc on fait ça depuis plusieurs années maintenant. On a toute une bibliothèque qu'on a créée de toutes pièces avec Émeric. Et on se pose la question depuis plusieurs mois maintenant, comment est-ce qu'avec ces nouvelles technologies, on peut rendre ça de manière automatique en fait. Mm-hmm. Et on parle d'IA ici. Et on a fait différents tests. Et en fait, le parti qu'on prend actuellement, c'est le suivant, c'est de dire, avec toute la donnée qu'on a et les technologies, on va permettre de faire gagner du temps, d'être plus efficace et performant dans la génération d'une base de contact ou d'un message de prospection. Mais on va parler en termes de livrables de brouillon, toujours. C'est-à-dire que ce soit, en l'occurrence Émeric ou moi, ou un client qui reçoit le résultat d'un message ou d'une base, on va toujours recommander de repasser sur ce message parce que la touche humaine, finalement, que chaque personne est différente à son style, cette touche-là, chacun va l'amener. Donc là, on va vraiment gagner du temps en mode je te propose un message, tu as la base, tu gagnes du temps parce que tu n'as pas eu peut-être à te creuser la tête sur qu'est-ce que je vais mettre en avant, mais c'est toi qui vas faire comme on pourrait dire en logistique, le last mile. Okay. dans cet élément-là. Et donc, pour résumer, prenons l'IA pour être plus performant, avoir une approche plus personnalisée, mais gardons l'humain toujours pour être plus impactant sur ce dernier mile. C'est les derniers mètres qui comptent, hein. C'est pas les premiers. Et alors, il y a aussi la complexité des premiers mètres, mais si le message, t'as beau avoir la meilleure data du monde, tout ce que tu veux, si ton message il n'est pas impactant, puisque tu nous disais tout à l'heure, moi tous les jours on me sollicite, etc.
si on n'est pas un minimum câblé, j'aime bien ton expression, et que justement tu as une tournure, une façon de faire, du coup tu es enclin à vouloir recevoir la personne en fait. Et aujourd'hui, Dieu sait qu'on a essayé plein de choses. Nous aussi on reçoit des messages générés par IA, on le voit. Donc je pense que l'humain il a encore sa place. Et le brouillon, pour nous, en tout cas, c'est la voie qu'on prend. Du coup, t'as spoilé 2-3 trucs, là. Ok. Moi également. Ok, j'imagine. Ouais, donc, on travaille sur un projet. L'IA, en ce moment, sur comment... Non, mais on peut en parler. Ne dévoilez pas de secret, mais c'est très bien. Pour rédiger les messages, on est en plein dedans. Et, du moins, surtout, l'équipe produit, là, ils sont en plein dedans. Voilà. Génial. Je voulais aller sur le point de la communauté, parce que bien sûr, ça me fait penser aussi à la communauté qu'a réussi brillamment à créer Coca en Suisse romande. Dans le B2B, est-ce que cette question de communauté, elle existe ? Est-ce qu'il y a des regroupements d'entreprises dans certains domaines d'activité ? Est-ce qu'on peut parler de communauté dans le B2B ? C'est ça ma question. Ouais, complètement. Le fait est qu'aujourd'hui, quand tu vends un bien ou un service, je prends l'exemple du B2B du coup, pour adresser une audience, c'est devenu très coûteux. Aujourd'hui, les ads, donc les publicités, que tu vas pouvoir faire sur la suite Meta avec Facebook, etc., sur Google, elles prennent des proportions astronomiques en termes de coûts, et les autres canaux également. Et donc aujourd'hui, tu as tout intérêt à te faire ta propre communauté pour toucher ton audience à moindre coût à terme et pouvoir pousser de nouveaux produits, etc. Donc, la communauté, elle est super importante. Je le vois moins en Suisse, dans le B2B, mais de par l'information qu'on peut avoir de pays comme la France, les États-Unis et autres, tu as beaucoup de sociétés B2B maintenant qui passent par le média. Donc la création de son propre média, par exemple, justement pour toucher son audience. Et du coup, ça fait un parallèle avec ta question de la communauté. Donc je pense dans le B2B, le présent et l'avenir, c'est de se monter son audience pour... tu vas pas capitaliser dessus tout de suite parce que tu es bien placé pour le savoir. Tu as un média avec Alpine City. Oui, mais une communauté. C'est pas tout de suite que tu arrives à avoir des gens qui te suivent, etc. Ça prend du temps. Et donc, j'encourage, c'est d'ailleurs une discussion qu'on a en interne de se positionner et de créer sa propre communauté sur une niche finalement pour avoir son audience. Mm-hmm. Vous l'avez fait chez Coca d'ailleurs. Vous avez la communauté, mais j'ai vu que vous aviez lancé une chaîne YouTube. Je sais que tu peux pas trop parler. Mais... Oui, non. Il faut que tu lui parles d'Apollo. On a un pied, Apollo a un pied dans Coca, un pied en dehors de Coca, donc je suis qu'à moitié habilité. Je connais qu'à moitié tous les secrets de Coca. Mais oui, il y a vraiment cet aspect. Coca, c'est vraiment l'ADN, ce côté très fort, parce que la communauté, ça fait. Je reviendrai sur Coca après, mais sur la partie B2B, il y a aussi cette proximité avec ce client. Et avec ses clients. Et donc, du coup, avec ces nouvelles méthodologies de travail, comme nous, on essaie de les pousser, on est tout le temps en contact avec ses clients. Donc, en fait, on va pas forcément volontairement construire une communauté ou le formaliser en tant que tel, mais le fait de parler, les startups, en général, elles parlent ou les CEO même de grosses startups, ils vont parler à 3-4 clients chaque semaine. Et vraiment comprendre leurs besoins, leurs finesses, etc. C'est des rigueurs qui s'imposent. Du coup, forcément, on est extrêmement proche de ses clients. Du coup, forcément, on peut faire des events, on peut faire tout ce genre de choses. Et de construire des produits et d'offrir des produits pour ses clients, pour les aider à atteindre les objectifs que se sont fixés, naturellement, ça va recréer un rapport de confiance. Je pense que Bleed a des rapports de confiance avec certains de ses clients de qui vous êtes très proche pour qui vous co-développez des projets. Et il y a ce côté très, très organique. Et là, ça fait vraiment un parallèle, à mon avis, avec le côté B2C de Coca, où il y a l'aspect confiance. Coca va demander, par exemple, co-développer des produits avec ses clients, va être très transparent dans sa manière de communiquer. Il y a un forum, c'est extrêmement rare d'avoir un forum qui est si animé. Quand on parle avec des autres acteurs du e-commerce internationaux, ils n'en reviennent pas de la richesse du forum, mais la transparence crée aussi de la confiance. Et du coup, après, ça permet aussi de mieux répondre aux besoins de ses clients. Si on vend un produit et puis qu'on se fait
et puis que tout le monde dit ah non, c'est un truc avec plein de plastique, on veut pas ça, ben, c'est sûr qu'il va pas être proposé. Et donc du coup, on s'adapte à son marché. Et c'est souvent, alors maintenant je sais que tout le monde parle de communauté, etc. Ouais. Mais il y a un aspect, alors oui, on peut mettre en place un podcast, on peut organiser des events, mais je pense que c'est plus profond dans l'ADN. C'est vraiment une volonté d'être proche de ses clients, de développer son business avec ses clients B2B ou B2C, qui fera, à mon avis, qu'il y aura une relation de proximité, de confiance qui va s'instaurer. Bon, c'est assez fou ce que les communautés peuvent... Il y avait je ne sais plus comment il s'appelle, cet Américain qui a créé une barre chocolatée et qui avait une chaîne YouTube depuis des années avec je ne sais combien d'abonnés. Et en fait, il a vendu toutes ses barres chocolatées et je crois que Nestlé ensuite l'a racheté. Enfin, je veux dire, un individu en fait qui se filme chez lui il va faire quelque chose. On a la pizza avec Mister V en France également. Exact, ouais. Donc, c'est fou. Pas besoin d'aller aussi loin. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, est-ce que c'est la communauté là comme opportunité commerciale, parce que finalement notre communauté on l'a construit autour de son contenu et puis après on va leur vendre de la pizza ou quelque chose comme ça, donc enfin monétiser c'est très monétisable ou une communauté autour de son produit, parce que c'est là où la force de la communauté, c'est si la communauté peut participer au développement de la barre chocolatée, de la pizza et qu'ils peuvent la financer, etc. Où là je trouve qu'il y a une vraie relation qui oui, alors effectivement, mais c'est pour ça que je sépare un peu la communauté opportunité commerciale de la communauté, on va dire, fédératrice. Oui. Peut-être j'aurais envie de presque terminer cette discussion autour de vos clients pour vraiment que les personnes qui nous regardent aujourd'hui, la communauté, puissent se projeter, se dire « Ah, c'est pour moi » ou « C'est pas tout à fait pour moi ». Qui sont vos clients ? Il y en a beaucoup, j'imagine, mais qu'on puisse se projeter un petit peu. Et si vous avez quelques exemples, sans citer de nom, de qu'est-ce qu'on arrive à faire avec Hublead. Après, je peux citer des noms, si tu veux. Mais il n'y a aucun souci pour en citer. Laisse-moi réfléchir. Déjà, premièrement, dès lors que tu as un produit ou un service à commercialiser, c'est la mission première de Hublead, c'est t'accompagner dans le développement de ça. Ensuite, on voit aussi, et c'est ce qu'on amène aussi nos clients et d'autres prospects, c'est un peu comme nous on est né avec notre propre outil. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de faire de l'ADS et tous les clients qu'on acquiert, on les acquiert avec notre propre outil. Donc il faut, si tu veux, c'est encore plus crédible quand tu es face à un directeur commercial ou le CEO d'une PME qui te dit je crois pas aux emails, je lui dis mais pourquoi on est là en fait ? Parce qu'en fait on t'a envoyé un email, partie de notre solution. Donc on s'est rendu compte aussi qu'on les accompagnait quelquefois à valider un projet, valider une idée, puisque du coup quand tu veux lancer un projet, plutôt qu'avoir des grandes campagnes produits, etc., tu peux très rapidement, avec Hublead, par exemple, lancer ce produit sur le marché, capter les premières infos et te dire « Ok, c'est viable, pas viable, j'y vais pas ». Ça, c'est une deuxième chose. Et ensuite, des clients... Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple ? Jonathan, sur le lancement de... Ok, ouais, Jonathan, c'est une bonne idée. Mais tiens, d'ailleurs, peut-être c'est quelqu'un que tu pourrais recevoir. Donc, Jonathan, bonjour. La société s'appelle, ils sont basés à Morges, donc s'appelle Jody Suite. Donc, ce qui est intéressant avec Jonathan, c'est qu'il développe des solutions RH digitales. Donc, il est dans la tech, dans la HR tech, pardon. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il veut démocratiser, alors je ne parlerai pas pour lui, mais il veut démocratiser quelque chose au niveau des PME. Et aujourd'hui, ce sont des spécialistes RH, donc ils n'ont pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'a pas des commerciaux chez lui. Chez lui, c'est tous des consultants RH qui viennent aider les RH et ces PME, au sein de ces PME, à développer. Et du coup, ce que Jonathan a apprécié avec nous, c'est qu'au travers de la solution et au travers de l'accompagnement et au travers de tout ce qu'on met autour, premièrement, il a une vision globale de ce qui se passe et il monte en compétence sur ces axes-là, parce que il maîtrise parfaitement son sujet, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir la facilité à décrocher son téléphone. C'est pas des vendeurs. Et donc du coup, le fait qu'on leur donne accès à ça, qu'on leur facilite ça et qu'on les amène vers là, je pense que c'est quelque chose qu'il apprécie beaucoup. Après, peut-être une industrie, ça peut être marrant. Un truc rien à voir. On accompagne le LHC. Je pense que tout le monde connaîtra le LHC. Ce qui est intéressant là, donc, c'est que le LHC, donc on l'accompagne depuis quelques mois, voire même un peu plus d'une année, mais ils ont des ambitions qui changent. Et aujourd'hui, pour la direction commerciale du club,
avec une vision nationale aujourd'hui, pour pouvoir promouvoir, développer et activer ça, une solution comme Bleed lui donne de la visibilité, lui permet d'aller atteindre des prospects potentiels, des clients, etc. assez rapidement. Et donc, du coup, il arrive à avoir une vision assez rapide du développement de ses axes et ses idées commerciales. Et un troisième... ouais. On a une société qui s'appelle Metal Lighting. Ça, c'est intéressant. Parce que là, on vient vraiment, si tu veux, on est dans le monde du bâtiment. Donc souvent, dans le bâtiment, on n'est pas forcément très digitalisé. Ils sont distributeurs exclusifs de luminaires pour les professionnels. Et en plus, c'est des luminaires que tu peux façonner, fabriquer sur mesure. Bon. Et première cible qu'on doit développer, c'est des électriciens. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent acheter ces produits et les revendre. Sauf que c'est une industrie où l'équipe commerciale et le commercial, tu sais, qu'on décrivait avant. Donc, au départ, faire des emails, tout ça, c'est pas forcément ancré. Et là, on s'est rendu compte que les résultats sont arrivés très, très vite. Et au début, on traîne un peu des cas de fer parce qu'on ne sait pas ce qu'est un email, on ne sait pas tout ça. Et puis, au final, l'accompagnement qu'on met et le fait qu'on montre et qu'on démontre facilement, dire, tu vois, regarde, il s'est passé ça, il s'est passé tant de choses. Là, on est sur des statistiques qui sont hyper intéressantes et du coup, on tend les équipes vers « Ah ouais, mais en fait, c'est super » et ils prennent, si tu veux, de l'envie à utiliser et à aller chercher ça. Donc, indirectement, ils étaient sur un côté un peu réfractaire, j'ai peur parce que ça marche pas dans mon industrie, et là, rapidement, on leur montre des résultats. Donc, du coup, ils s'ouvrent et ils sont enclins à utiliser. Donc... Après, on en a plein d'autres, mais voilà, je pense que c'est... ça donne 3 exemples. 3 exemples. Assez distincts. Oui, puis je pense que pour n'importe qui a fait un petit peu... Donc, moi-même, dans certains projets, j'ai vraiment fait aussi le sales. C'est pas quelque chose de très agréable. On a quand même beaucoup le côté... Alors là, il y a peut-être un côté un peu culturel. Vous savez que le Suisse, il aime peut-être pas trop déranger. Et du coup, prendre son téléphone pour se prendre des râteaux, c'est quand même pas forcément évident et c'est quand même pas très chouette. Et là, je trouve que... Et ça on ressortait dans tous les interviews, je crois. Quasi tout le monde disait « Je déteste appeler », je veux pas dire 100%, mais pas loin. C'était assez impressionnant. Ouais. Et du coup, là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'en gros, on te dit appelle-le lui parce que lui, il est intéressé. Ouais. Et donc, du coup, c'est-à-dire que tu prends ton téléphone, normalement, tu te prends pas trop de râteaux, en tout cas, tu es pertinent, tu évites de déranger quelqu'un qui a aucun intérêt dans ton produit. Et du coup, je trouve que ça, moi, si aujourd'hui je devais refaire le sales, je serais hyper content d'avoir ce produit. Non, mais parce que du coup, ça devient plus une peine, quoi. Ça tombe un petit peu tout seul, et puis après, voilà, quoi, tu te concentres vraiment sur vendre ton produit, et puis pas. Je devrais pas dire, mais là, du coup, je vais faire le sales pour notre paroisse. Tu sais, nous, là où c'est bluffant, c'est qu'on va au-delà de la promesse. Et aujourd'hui, 90% de nos clients, ils génèrent des rendez-vous sans même décrocher leur téléphone. Alors, des fois, on est même embêté parce que du coup, ils disent « Ah, mais c'est bon, ça suffit. » Donc, parce que on arrive à être vraiment précis sur quelque chose, une vraie stratégie, et ça fonctionne plutôt bien. Là, on a des projets vraiment atypiques. Là, celui d'hier, là, je peux pas citer, mais... Et là, si tu veux, on est dans la phase d'étude de marché. On leur a expliqué que c'était tellement novateur pour le marché qu'il fallait peut-être avoir une phase intermédiaire avant la vente. Et c'est d'essayer de comprendre ce que le marché veut, s'il comprend. Et là, on a fait hier l'interview du premier mois, parce qu'on passe 30 minutes chaque mois avec nos clients pour analyser les résultats et les aider à améliorer. Et là, on a des résultats incroyables et c'est la tendance qu'on avait. Donc, il faut qu'on continue pour capter encore plus d'infos, pour voir à quel moment on va pouvoir enclencher le cycle de vente. Parce que là, le marché n'est pas prêt à acheter la solution que le client propose, mais par contre, on se rend compte qu'il y a un intérêt, donc il y a un problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et là, on va, au travers de la solution, le creuser, mais facilement, entre guillemets, il y a un coût modéré, si tu veux. Et ça, c'est plutôt cool. J'aime bien votre approche dans le faire, c'est quand même... C'est vrai qu'il y en a peu qui se lancent en fait dans la réalité, c'est ça. Après, tu acceptes la perte et puis tu continues et tu retournes. En fait, il y a souvent, tout le temps, on dit « Ah oui, l'échec, c'est super, etc. » aux États-Unis. Alors, je pense que en théorie, c'est bon. C'est un concept qui est assez chouette. Mais dans la réalité,
tu peux vraiment en faire un atout, dans le sens, c'est pas un échec de faire un téléphone avec quelqu'un qui te dit je veux pas ton produit, c'est pas un échec, c'est un énorme gain de temps, parce que du coup tu peux dire mais du coup c'est quoi ta réalité, pourquoi, comprendre, et du coup ça c'est intéressant comme démarche, et puis du coup c'est beaucoup plus valorisant parce que tu vas vraiment apporter une solution à des gens, alors que d'essayer de vendre quelque chose dont les gens veulent pas, c'est vraiment très compliqué. Et donc du coup c'est ce qu'on fait quand on dit voilà, ces expériments qu'on fait toutes les semaines, bah oui, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines, bah c'est des portes souvent que tu te prends, ça fonctionne jamais comme tu voulais, mais au moins t'avances, t'apprends, t'affines, et du coup ben petit à petit tu optimises tes chances de réussite au final. Et en fait je le réalise un petit peu maintenant, mais c'est vrai qu'une partie du travail qu'on a fait avec vous, ben en fait vous le faites aussi avec les clients un peu indirectement, mais c'est un petit peu la même idée quand même. Complètement. Tout à l'heure, je te disais, le meilleur ambassadeur du produit ou du service, c'est pas nous, c'est nos clients et leurs départements commerciaux ou la personne en charge de ça, tu vois. Et c'est ça, je trouve, qui est important. Et comme Nico l'a très bien dit, hein, quelquefois, quand je fais une séance avec un client sur ce fameux retour, je leur dis, mais appelle. En fait, on s'en fout. On veut juste comprendre pourquoi il a dit non, en fait. Parce que là, moi, je comprends pas. J'ai toute la data qui est ouverte, il y a des gros taux de clics, on appelle, on pose une question, je comprends pas, j'étais persuadé que Et du coup, on se rend compte qu'en fait, non. Ça marche, c'est juste qu'ils n'ont pas compris le message qu'on voulait leur véhiculer, ou on n'a pas adressé le problème de la bonne manière. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On vient itérer, modifier, changer, et bizarrement, le mois suivant, les résultats sont pas les mêmes. Ils commencent à croître. Et du coup, on travaille... copilote, on arrête de le dire, parce que voilà, c'est presque une marque déposée, mais on est plus un sparring partner, je pense. Sparring partner. Et je pense qu'on en revient à ce qu'on disait avant. Malgré toute la data que tu peux avoir, tous les outils, etc., il y a cet aspect humain qu'il faut enclencher à un moment donné, ou pour aller avoir de l'information en plus que tu auras uniquement de manière humaine, ou pour aller apporter ta plus-value finalement humaine dans l'exercice de la prospection. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochains mois, les prochaines années ? Beaucoup de plaisir. Totalement. Tout simplement. C'est tellement bien dit. Non, pour être un peu plus ambitieux que le plaisir d'être l'acteur de référence en fait dans la prospection digitale de manière nationale sur le territoire. Qu'est-ce que tu veux que je complète à ça ? Non, je pense que non, c'est continuer à voir nos clients, pouvoir les servir comme ils l'entendent et comme ils le veulent, et surtout qu'ils nous aident à grandir et atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Et on souhaite à Apollo du coup d'avoir un succès avec la confiance qu'ils nous ont accordée également. Alors l'envie est partagée. Vous avez des objectifs d'ailleurs à long terme? On les connaît pas. Non, Oui, alors nous, notre objectif qu'on s'est fixé, c'est d'accompagner ou de créer entre 2 et 4 startups par année selon notre méthodologie. Donc c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Mais, et puis, voilà, grâce à cette répétitivité et le séquençage de comment on travaille en fait le problème, les économiques, et puis après on aide à l'exécution, d'avoir plusieurs startups qui sont sur des belles trajectoires de croissance et qu'on aura vraiment aidé à faire décoller sur à peu près les 18 premiers mois de vie, quelque chose comme ça. Donc, d'autres Hublead. Pour faire plaisir à la communauté, parce que je trouve que c'est utile, j'aime bien vous demander à chacun une recommandation d'un livre, d'un podcast, d'une chaîne YouTube ou d'une personne à suivre que vous trouvez vraiment intéressant, qui vous a marqué ou... Alors moi, je peux vous en citer 2. Première, c'est le podcast SaaS Club, Software as a Service pour SaaS. Non, mais je crois qu'il a stoppé, mais qui est une référence dans, je dirais, les outils digitaux, selon moi, et qui est intéressant. C'est francophone en plus, donc ça, c'est le premier. Après, je suis assez fan pour ma part de Guillaume Moubèche, qui est le créateur d'une sales tech très connue qui s'appelle l'Empire. Okay. Et donc, qui a plusieurs chaînes YouTube sur lesquelles il partage autant des tips et son avis de manière un peu
pas usuels, je dirais, sur l'entrepreneuriat, sur la technologie, etc. Génial. On les mettra dans la description. YouTube. SAS Club forcément, mais du coup je vais en compléter un. Chili con carne, que j'apprécie beaucoup. Même chose, moi j'écoute beaucoup de podcasts en lien avec notre activité, mais du coup c'est intéressant, pareil, c'est beaucoup orientation SaaS, mais des Français, donc c'est francophone, qui sont basés aux US, mais qui sont basés dans la Silicon Valley. Donc on a aussi le côté l'axe américain avec ces nouvelles tendances, et c'est ces 2 podcasts que je pense que j'écoute quasiment tous les jours. Une fois tous les 2 jours, j'ai mon casque avec un de ces podcasts parce que je trouve ça hyper intéressant. Tu travailles entre deux quand même. J'essaye. Quand tu me laisses un petit peu de répit, j'écoute ce podcast. Et moi, je recommanderais le livre Lean Startup. D'ailleurs, c'est le premier cadeau qu'on vous a offert. Exactement. Quand vous êtes venu chez vous. Non, mais c'est vraiment... ça décrit très, très bien cet état d'esprit, en fait, de travailler le problème des economics, de monter des startups de manière saine. Donc, vraiment, c'est une pépite à lire. C'est une référence en la matière. Et je pense qu'on s'inspire énormément de ça d'un point de vue philosophique. Magnifique. Eh bien, messieurs, merci infiniment. C'était un vrai plaisir. Merci Delphine. Merci beaucoup. Merci messieurs également. Ouais. Merci. Et à bientôt du coup. À bientôt, bonne journée. Bonne journée. Merci.